Alors, donc on reprend le cours donc sur les fractions rationnelles. Donc là, avant de voir le théorème de la décomposition en éléments simples, donc là on va voir un certain nombre de résultats pour essayer de vous faire comprendre pourquoi ce théorème de la décomposition en éléments simples. Donc là on va commencer par un premier lemme, le lemme donc numéro 1. Donc pour une fraction rationnelle f qui s'écrit sous la forme a sur b et s'écrit aussi sous la forme u sur v avec b différent de 0 et v différent de 0. C'est d'après la définition d'une fraction rationnelle. Donc a sur b n'est pas forcément la forme irréductible. De la même façon, u sur v, donc ça peut être la forme irréductible, ça peut ne pas être une forme irréductible. Donc de toute façon, on prend f qui s'écrit sous la forme a sur b et s'écrit aussi sous la forme u sur v. Donc on a toujours le degré du polynôme qui est en haut moins le degré du polynôme qui est en bas. Pour la forme a sur b, c'est la même chose que le degré de u moins le degré de v pour la forme u sur v. Donc pourquoi on a cette égalité? Ceci est car le fait d'écrire a sur b égale u sur v, c'est équivalent à dire que la classe du couple a virgule b est la même chose que la classe du couple u virgule v. Ce qui est équivalent tout simplement à écrire que a qui multiplie v égale à u qui multiplie b. Ce qui est équivalent, ou bien ce qui implique donc que le degré du polynôme a fois v égale le degré du polynôme u fois b, ce qui implique, d'après les propriétés du degré, que le degré de a plus le degré de v égale le degré de u plus le degré de b. Ce qui implique ensuite que le degré du polynôme a moins le degré du polynôme b est égal le degré du polynôme u moins le degré du polynôme v. Donc on fait passer donc, le degré de b, on le fait passer de l'autre côté, donc ça devient 1 moins degré de b, et on fait passer le degré de u de ce côté-là, et donc ça devient moins le degré de v. Ou bien on retranche le degré de b de chaque côté, et on retranche le degré de v de chaque côté, ceci car le degré du polynôme b est différent de 0, le polynôme v est différent de 0, ce qui implique que le degré de b est un entier, le degré donc de v est un entier. Donc on retranche un entier de chaque côté, on n'a pas de problème avec l'infini. Donc si on avait par exemple le degré de b égale moins l'infini, par exemple b, si c'était un polynôme nul, donc faire passer moins l'infini de l'autre côté, ça cause des problèmes. Si on a le degré de a qui est aussi infini, on aurait une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on arrive donc au degré donc de a moins le degré de b, donc d'où le résultat, le degré du polynôme a moins le degré du polynôme b égale le degré du polynôme u moins le degré du polynôme v, et ainsi de suite. Chaque fois qu'on a une fraction f de la forme a sur b égale u sur v, ainsi de suite. Donc, le degré, d'après la définition du degré de f, si par exemple u sur v était la forme irréductible, on aurait donc le degré de f, c'est le degré de
U moins le degré de V. Donc c'est la même chose que le degré de A moins le degré de B. C'est la même chose que le degré de U moins le degré de V. Donc pour toute écriture de F sous la forme A sur B. C'est pas obligé que A et B soient premiers entre eux. Donc c'est vrai, dans le cas particulier, lorsqu'on a la forme irréductible, on a aussi si U est premier avec V, degré de F égale degré de U moins degré de V. Donc ça c'est un premier résultat. Ensuite, donc si on prend une fraction F, qui est somme de deux fractions F1 plus F2, le degré de F est inférieur ou égal au maximum du degré de F1 et du degré de F2. Donc pour vérifier donc ce résultat, donc on va poser donc F1 égale A1 sur B1, F2 égale A2 sur B2. Donc la fraction F qui est égale donc à F1 plus F2. Donc on va s'écrire A1 sur B1 plus A2 sur B2 par définition de la somme des fractions. Donc ça fait A1 qui multiplie B2 plus A2 qui multiplie B1. Le tout sur B1, B2. Donc ce qui va donner la chose suivante, ce qui implique que le degré donc de F, qui est donc égal au degré de F1 plus F2, c'est égal le degré de la fraction A1 B2 plus A2 B1 sur B1 B2. Donc c'est égal, d'après ce qu'on vient de voir, le degré du polynôme qui est en haut moins le degré du polynôme qui est en bas. Le degré du polynôme qui est en bas, c'est toujours différent de 0. Donc là, c'est un entier. Donc, quelle que soit la valeur du degré de ce polynôme-là, moins un entier, donc c'est bien défini. Donc, d'après les propriétés donc, du degré, là, c'est inférieur ou égal au maximum du degré de A1 fois B2 et du degré de B1 à 2, moins le degré de B1 fois B2. Donc je vous rappelle que le degré de U plus V est inférieur ou égal au maximum du degré de U et du degré de V. C'est une propriété qu'on a déjà vue pour les polynômes. Or, le maximum de ces deux quantités moins cette quantité-là, c'est égal au maximum de la première quantité moins le degré de B1, B2, virgule, le degré du deuxième polynôme, B1 à 2, moins le degré de B1, B2. Donc ceci est car, donc si vous voulez car, le maximum de A virgule B moins C, c'est la même chose que le maximum de A moins C et de B moins C. Pourquoi ça? C'est pour la raison suivante. Si A est inférieur ou égal à B.
Donc le maximum de A et de B moins C, puisque B c'est le maximum, ça fait donc B moins C. Et lorsqu'on a A inférieur ou égal à B, donc ça donne A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Et donc le maximum de A moins C et de B moins C, c'est B moins C. Donc on a ici égalité entre ces deux quantités-là. Cette quantité-là, est-ce que ça donne la même chose? Donc de même, si B est inférieur ou égal à A, on va obtenir le maximum, ça va faire A moins C. C'est égal le maximum de A virgule B moins C. C'est égal aussi au maximum de A moins C et de B moins C. Donc là, on a ici c'est A, là c'est B, là c'est C. On applique ça ici, A moins C, et là c'est A moins B. Donc on arrive au résultat cherché. Donc ce qui implique vient d'où? Donc le degré de F1 plus F2 est inférieur ou égal donc au maximum. Donc là on a degré de A1 B2 moins le degré de B1 B2, c'est la même chose que le degré de la fraction A1 B2 sur B1 B2 virgule le degré de B1 A2 moins le degré de B1 B2, c'est la même chose que le degré de la fraction donc B1 A2 sur B1 B2. Ça c'est d'après le lemme précédent. Donc c'est le lemme précédent, le lemme 1. Donc ce qui est inférieur ou égal au maximum du degré, donc là on simplifie par B2, puisque la fraction A1 B2 sur B1 B2, c'est la même chose que la fraction A1 B1, virgule, là on simplifie par B1, il reste A2 sur B2. A2 sur B2, c'est la même chose que cette fraction-là. Donc là on simplifie par B2, là on simplifie par B1. Donc là on arrive et donc on arrive à degré de F1 plus F2 est inférieur ou égal au maximum du degré de F1 et du degré de F2. Donc, on a vu ce résultat donc, pour les polynômes. Il est vrai aussi pour les fractions rationnelles. Et par récurrence, ce résultat il est vrai pour pour un nombre fini donc de fractions, le degré de F1 plus F2 plus jusqu'à Fr, il est inférieur ou égal au maximum donc du degré de F1 virgule jusqu'au degré de Fr. C'est vrai pour une somme de deux fractions, c'est vrai pour une somme finie de R fractions. Donc, lemme numéro donc 2.
Donc pour f, une fraction qui s'écrit un polynôme a sur un produit de R polynômes, tel que les polynômes i donc sont premiers entre eux, 2 à 2. Donc quel que soit i différent de j, le PJCD de PI et de PJ égale à 1. Alors, il existe des polynômes A1 jusqu'à AR, tels que la fraction f, il s'écrit somme de plusieurs fractions qui sont de la forme A1 sur P1 plus A2 sur P2 jusqu'à la fraction AR sur PR. C'est-à-dire on peut séparer ces les points qui sont dans le dénominateur de f. Et donc f, on peut l'écrire sous cette forme. Donc pour démontrer donc ce lemme, donc on va faire un raisonnement par récurrence. Donc si on prend petit r égale 1, c'est-à-dire f est de la forme un polynôme a sur un polynôme P1. Un seul polynôme ici P1. Donc là, il suffit de poser A1 égale A. Et donc f est de la forme A1 sur P1. Donc il n'y a rien à démontrer. On va supposer donc, que le résultat il est vrai lorsqu'on a R-1 polynôme, c'est-à-dire lorsqu'on a une fraction de la forme Q sur P1 fois P2 jusqu'à PR-1. On va supposer que cette fraction est s'écrit sur cette forme-là. Et on va vérifier le résultat pour R. Donc à l'ordre R, donc, on va prendre une fraction F sous la forme A sur P1 fois P2 fois la des pointillés. On va jusqu'à PR-1 et ensuite fois PR. Tel que, quel que soit I différent de J, PI et PJ sont premiers entre eux. Donc on va écrire, on va poser S sur le produit de 1 jusqu'à R-1 des polynômes PI et T sur le polynôme PR. Donc puisque quel que soit I, donc quel que soit I inférieur strictement à R, donc pour qu'il soit I inférieur ou égal à R-1, donc qui est strictement inférieur à R, le polynôme PI est premier avec le polynôme PR. Alors, le produit P1 fois P2 jusqu'à PR-1, qu'on suppose que c'est le PJD égale 1, donc jusqu'à PR-1, ce polynôme-là est premier avec le polynôme PR. Donc si on a chacun des polynômes de P1 jusqu'à PR-1 est premier avec PR, alors leur produit est premier avec PR. Donc pour voir pourquoi on a ce résultat-là, soit on revient, on a déjà donc fait ça pour les polynômes de la forme x moins a à la puissance alpha, donc lorsqu'on a vu la factorisation d'un polynôme, ou bien on peut dire la chose suivante, si on a PR qui n'est pas premier avec ce produit-là. Donc ça veut dire qu'il existe un polynôme de degré supérieur ou égal à 1 qui va diviser PR et qui va diviser ce produit-là. Ce polynôme-là, il divise ce produit-là. Donc, puisque ces polynômes sont mis entre eux, forcément ce polynôme il va diviser l'un des PI ici. Et donc il divise déjà PR, ça veut dire que PR n'est pas premier avec l'un des PI ici, ce qui est contraire à ça. Donc, ou bien on peut utiliser l'identité de Bezout par récurrence pour montrer que PR est premier avec S. Ou bien on peut aussi raisonner par les racines, donc T et S n'ont pas de racine commune dans C. Parce que si on a T et S qui ont une racine commune, donc ça une racine commune qu'on peut appeler par exemple lambda, on va avoir PR de lambda égale 0. Et on va avoir S de lambda égale 0. S de lambda c'est
P1 de lambda fois P2 de lambda jusqu'à PR-1 de lambda. Si cette quantité-là est égale à 0, ça veut dire qu'il existe un certain I inférieur ou égal à R-1, tel que PI de lambda égale 0. Et donc lambda serait une racine commune de PR et de PI. Ce qui voudrait dire que PR et PI ne sont pas premiers entre eux, avec I inférieur ou égal à R-1, ce qui est contraire à l'hypothèse que PR est premier avec tous les PI pour I inférieur ou égal à R-1. Donc ensuite, donc par l'identité donc de Bezout, il existe donc deux polynômes U et V tels que U fois T plus V fois S égale 1. Et donc la fraction F, ici on peut changer son écriture et écrire que c'est égal à A, que multiplie le polynôme U fois T plus V fois S, qui est égal à 1, donc A fois 1 c'est toujours égal à A. Donc tout ça sur donc T, bien sur S qui multiplie T. S qui multiplie T, c'est le produit de P1 jusqu'à PR. Et donc là, on va séparer, on va écrire que ça c'est A fois U fois T, plus A fois V fois S, le tout sur S fois T. D'après le calcul sur des fractions, donc ça fait U AUT sur ST, plus AVS sur ST. En simplifiant par T, ici, simplifié par S, ici, donc il reste finalement, donc lorsqu'on simplifie donc par T, il reste AU sur S. Lorsqu'on simplifie par S, il reste A fois V sur T. Lorsqu'on simplifie. Et donc la fraction F ici crée cette fraction-là, plus celle-là. Dans cette fraction-là, en bas, on a le produit de P1 jusqu'à PR-1, on va lui appliquer l'hypothèse de récurrence. Et la deuxième fraction, elle est déjà de la forme AR sur PR. Avec AR, c'est A fois V. Donc en appliquant donc l'hypothèse de récurrence, cette fraction-là, puisqu'on a le produit donc de 1 jusqu'à R-1, il va s'écrire sous cette forme-là. D'après l'hypothèse de récurrence, donc il existe des polynômes de 1 jusqu'à R-1, tel que cette fraction-là, il va s'écrire sous cette forme-là. Plus AR sur PR. Donc finalement, la fraction F donc, est de la forme somme de fractions de la forme AI sur PI. Donc de 1 jusqu'à R. Un deuxième là, plutôt un troisième là, donc soit F1 une fraction qui est de la forme A1 sur P1 et P1 un polynôme de la forme X moins A1 à la puissance alpha 1. Alors, il existe un polynôme E1, un polynôme R1, il existe des constantes CA1, 1, 1, jusqu'à C indice 1, alpha 1. Donc le nombre de ces constantes-là, puisqu'on va de 1 jusqu'à alpha 1, c'est alpha 1 constante. Donc il existe des constantes telles que la fraction F1, on peut l'écrire sous la forme E1, le polynôme E1 plus une fraction de la forme R1 sur X moins A1 à la puissance alpha 1 avec le degré de R1 strictement inférieur à alpha 1. Et c'est égal au C, c'est égal au C, et dessus de la forme, donc E1 plus la constante C11 sur X moins A1 à la puissance 1, plus la constante C12 sur X moins A1 au carré, jusqu'à la constante C1 alpha 1 sur X moins A1 à la puissance alpha 1. Donc là, pourquoi on a mis ici deux indices? Donc le premier indice, vous avez toujours ici 1, le 1 qui est là. C'est parce que là on a A1. Le 1 qui est là, c'est parce que là on a A1. Donc vous allez voir pourquoi ça, lorsqu'on va appliquer ça après. Et l'indice qui est là, 1, l'indice qui est là, parce que là on a la puissance 1.
Là, lorsqu'on a ici 2, là on a la puissance 2. Lorsqu'on a ici alpha 1, là on a la puissance alpha 1. Donc là c'est 1, là c'est 2, là c'est alpha 1. Donc chaque fraction de la forme A1 sur x moins A à la puissance alpha 1, donc on peut la décomposer, l'écrire sous la forme somme d'un polynôme plus des fractions qui sont de cette forme-là. Une constante sur x moins A1 à la puissance quelque chose. Donc là on va de 1 jusqu'à alpha 1. Alpha 1 parce que là on a alpha 1. Donc si on comprend ce lemme-là, donc on va comprendre le théorème de décomposition en éléments simples. Donc pour vérifier donc ce lemme, on va d'abord faire la division euclidienne de A1 par P1. On a F égale A1 sur P1. Lorsqu'on fait la division euclidienne de A par P1, on a l'existence d'un polynôme E1 et d'un polynôme R1. Tel que A1, il s'écrit E1 fois P1 plus R1, avec le degré du reste R1 strictement inférieur au degré de P1 qui est égal à alpha 1, puisque P1 c'est le degré, P1 c'est x moins A1 à la puissance alpha 1. Donc le degré de ce polynôme-là c'est égal à alpha 1. Et donc la fraction F1 qui est égale donc à A1 sur P1, c'est la même chose, donc que E1 fois P1 sur P1 plus R1 sur P1, en utilisant donc la somme des deux fractions. Et donc, là on simplifie par P1, puisque la fraction E1 fois P1 sur P1 est égale à E1 sur 1. Donc on a E1 fois P1 sur P1, c'est la même chose que la fraction, donc E1 sur 1. Pourquoi ça? Parce que si on fait le produit de ces deux polynômes-là, c'est la même chose que le produit qui est là. Donc ça, c'est la même fraction. Et ça, d'après ce qu'on a fait lorsqu'on identifie un polynôme avec une fraction rationnelle, ça c'est tout simplement le polynôme E1. Et donc, la fraction F1, donc il s'écrit un polynôme E1 plus une fraction de la forme R1 sur x moins A à la puissance alpha 1. Donc si on pose, ou bien on appelle le degré de R1, on l'appelle N1, donc N1 il est strictement inférieur à alpha 1, puisqu'on a fait la division euclidienne par x moins A à la puissance alpha 1. Ensuite, on applique donc la formule de Taylor au polynôme R1. Donc R1 il va s'écrire R1 tilde de A1 plus R1 tilde prime de A1 sur 1 factoriel qui multiplie x moins A1 à la puissance 1, et on va jusqu'à R1 tilde, la dérivée d'ordre N1 sur N1 factoriel qui multiplie x moins A1 à la puissance N1. C'est exactement l'application de la formule de Taylor. Là, on est allé donc jusqu'à N1. N1, c'est le degré de R1. Donc ça, c'est le degré donc, de N1, de R1. Là, on peut rajouter des quantités qui sont nulles. Donc on peut écrire, donc c'est la somme donc, de R1 tilde de A1, on va jusqu'à alpha 1 moins 1. Pourquoi ça? Parce que les dérivés d'ordre K de la fonction polynôme R1 tilde, il s'annule lorsque K devient strictement supérieur à N1. Et là, pour chaque K inférieur à alpha 1, et même pour K plus grand que alpha 1, ça reste vrai. Lorsqu'on dépasse N1, donc on a le degré donc de R1 c'est égal à N1, ce qui veut dire que R1 est de la forme donc A0, alpha 0, au lieu d'utiliser alpha, donc on va écrire B0 plus B1 x jusqu'à
donc B N1 x à la puissance N1. Et là, si on dérive donc une fois le polynôme R1 prime, donc on va avoir ici B1 plus 2B2 x jusqu'à N1 Bn1 x à la puissance N1 moins 1. Donc à chaque fois qu'on dérive une fois, donc le degré il devient plus petit, donc il décroît d'une unité. Donc il décroît d'une unité. Donc lorsqu'on va faire R1 seconde, ça va faire donc 2B2 plus donc 2B2, là on va avoir 3 fois 2 fois B3 x plus, là on va avoir N1 moins 1 x à la puissance N1 moins 2. Donc là on a ici, on dérive deux fois, là on a N1 moins 2. Donc lorsqu'on va avoir la dérivée, donc R1 d'ordre N1, on va avoir ici N1 fois N1 moins 1, le produit jusqu'à 1 qui multiplie x à la puissance N1 moins N1. C'est-à-dire, là, c'est la puissance 0. C'est égal 0. Et donc là, on obtient tout simplement fois, toujours ici on a la constante Bn1, donc là fois la constante Bn1, donc on obtient finalement N1 factoriel qui multiplie B1. Et donc si on fait après les dérivés donc d'ordre N1 plus 1, on dérive donc une constante, ça fait 0. Et donc R1, la dérivée Kim égale 0 pour K strictement supérieur à N1, qui est égal le degré du polynôme R1. Donc là, ici, donc j'ai parlé donc de la dérivée d'un polynôme, j'ai déjà expliqué ça, au lieu de parler de la dérivée donc de la fonction polynôme associée. Et on voit que la dérivée, donc lorsqu'on dépasse le degré, ça devient égal à 0. Donc là, donc j'ai rajouté donc les termes ici, donc j'ai rajouté la dérivée d'ordre N1 plus 1, ensuite la dérivée d'ordre N1 plus 2, donc je suis allé jusqu'à la dérivée d'ordre alpha 1 moins 1. Je peux aller jusqu'à alpha 1 moins 1. Donc après, donc on va changer donc l'ordre de ces termes, les termes donc qui sont là. Donc ce terme-là, donc je vais l'appeler, c'est une constante. Donc il n'y a plus de grand X ici, donc c'est une constante. Cette constante-là, je l'appelle C11. La constante précédente, je vais l'appeler C12. Et là, lorsque je descends jusqu'à cette constante-là, là, je suis allé ici 1, là, c'est 2. Donc là, j'ai la puissance alpha 1 moins 1, et là, j'ai la puissance 0. Ici, c'est x, moins A1 à la puissance 0. Donc, de 0 à alpha 1, de 0 à alpha 1 moins 1, j'ai alpha 1 terme. C'est comme si je pars de 1 et j'arrive à alpha 1. Si je fais ici moins 1, ça va faire 0. Si je fais ici moins 1, ça va faire alpha 1 moins 1. Donc de 1 jusqu'à alpha 1, j'ai alpha 1 terme. Là, si je pars de C11, C12, là je vais arriver à C1 alpha 1. Je vais arriver à une constante que je vais noter C1 alpha 1. Et donc ensuite, je vais changer l'ordre ici. Je vais écrire que R1 égale à la constante C11, x moins A1 moins A indice 1
à la puissance alpha 1 moins 1 plus, donc là je vais avoir C12 x moins A1 à la puissance alpha 1 moins 2. Et je vais descendre jusqu'à la plus petite puissance, ça va faire C1 alpha 1 x moins A1 à la puissance 0. Donc là je change l'ordre ici, ça n'a pas donc de problème puisque l'addition est commutative et associative entre les polynômes. Et là je suis allé à alpha 1 moins 1, pourquoi? Parce que j'ai N1 qui est strictement inférieur à alpha 1. Donc au maximum N1, il peut aller jusqu'à alpha 1 moins 1, au maximum. Il peut aller jusqu'à alpha 1 moins 1. Donc, puisqu'il est strictement inférieur à alpha 1, N1 il est inférieur ou égal à alpha 1 moins 1. Donc là, N1 il peut aller au maximum jusqu'à alpha 1 moins 1. Donc en faisant donc, ce changement d'écriture, j'arrive à R1 qui s'écrit sous cette forme-là. Donc ensuite, je remplace donc dans la fraction f1, donc qui est égal à e1, donc r1 sur x moins a1 à la puissance alpha 1. Ensuite, je vais séparer ici, ça va me faire e1 plus c11 x moins a1 à la puissance alpha 1 moins 1 sur x moins a1 à la puissance alpha 1 plus, et ça continue jusqu'à c1 alpha 1, donc là x moins a à la puissance 0 c'est 1, polynôme 1, donc sur x moins a1 à la puissance alpha 1. Je simplifie, donc c'est égal E1 plus. Là, il me reste en haut C11, je vais simplifier par x moins A1 à la puissance alpha 1 moins 1. Donc il me reste en bas, il me reste x moins A1 à la puissance 1. La quantité suivante, ça va donner C12. Et là, après, j'ai x moins a à la puissance alpha 1 moins 2. Lorsque je simplifie, il reste ici x moins a1 au carré. Et ça continue jusqu'à C1 alpha 1 sur x moins a1 à la puissance alpha 1. Et donc, j'obtiens cette écriture-là qui est plus simple. Donc, f1, la fraction f1, donc je peux l'écrire un polynôme plus des fractions qui sont plus simples. Rien qu'une constante sur une puissance de x moins a1. Une puissance, donc ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être jusqu'à alpha 1 au maximum. Donc ensuite, là on va voir donc le théorème de la décomposition en éléments simples d'une fraction de façon générale. Donc soit f, une fraction de la forme a sur b, qui est mise sous la forme irréductible normalisée pour simplifier les calculs. Donc d'abord, si on factorise b en facteur irréductible dans c de x, on a déjà vu que le polynôme b, donc il s'écrit sous la forme x moins a puissance alpha 1, qu'on multiplie x moins a2 puissance alpha 2 jusqu'à x moins a à la puissance alpha 1. Avec les ai, ce sont les racines du polynôme b, les racines distinctes de a2. Chaque racine ai, il a un ordre de multiplicité alpha i. Et que la somme des ordres de multiplicité, ça nous donne le degré de b. Puisque le nombre des racines donc, de b, c'est exactement égal au degré de b. Là, on parle des racines dans c. Donc, on arrive donc au théorème important suivant. Et en même temps, c'est une définition. Donc, avec les notations ci-dessus, la fraction f s'écrit donc d'une manière unique et d'une seule sous la forme f égale 1 polynôme plus une somme de fractions qui sont de la forme constante sur x moins a1 moins a1 plus une autre constante sur x moins a1 au carré jusqu'à une constante sur x moins a1 à la puissance alpha 1. Ça, en ce qui concerne donc le pôle A1. On a la même chose pour le pôle A2.
Et on a la même chose jusqu'au dernier pôle A1. Donc ça c'est pour le pôle A1. Ça c'est pour le pôle A2. Et on fait la somme pour tous les pôles jusqu'au pôle A indice R. Là on a toujours cette quantité-là. La première quantité ici, entre parenthèses, la somme de ces fractions-là, on dit que ça c'est la partie principale au pôle A1. Donc la deuxième c'est la partie principale relative au pôle A2 jusqu'à la dernière, c'est la partie principale relative au pôle AR. Le polynôme E qui est là, on l'appelle la partie entière de f, puisque c'est un polynôme, on l'appelle la partie entière du polynôme de la fraction f. Les C et J qui sont ici, donc ce sont toutes des constantes, rien que des constantes. Donc les numérateurs qui sont en haut, donc ce ne sont que des constantes. Il n'y a plus de polynôme de degré supérieur ou égal à 1 en haut. Et la partie, comme j'ai dit, qui est entre parenthèses ici, partout là on voit AI, donc on dit que c'est la partie donc principale relative au pôle AI. Et les monômes dont il est formé se nomment les fractions de première espèce. Donc si vous prenez cette fraction-là, ou bien celle-là, ces fractions-là, ils sont de la forme donc C sur x moins a à la puissance alpha. Donc là, on les appelle donc des fractions de première espèce. Ces fractions-là, on les appelle des fractions de première espèce. Dans la décomposition de f, là, il y a un polynôme et partout, il y a donc des fractions donc de première espèce. Donc, ce qui nous simplifie donc l'écriture de f, et cette écriture-là, donc ça va nous permettre donc de démontrer donc plein de résultats et de faire des calculs de façon plus simple, surtout lorsqu'on va voir par exemple l'intégrale d'une fraction rationnelle, d'une fonction rationnelle, donc ça va être très très utile. Donc pourquoi on a ce théorème? Donc il suffit donc de revenir en arrière au lemme qu'on a déjà démontré. Donc pour vérifier d'abord l'existence et après on vérifie l'unicité de l'écriture. Donc lorsqu'on a f qui est sous cette forme-là, donc d'après le lemme 1, le premier lemme et le deuxième lemme, donc f est écrit sous cette forme-là. A1 sur P1, jusqu'à R sur PR. Avec le polynôme, donc le polynôme P1, donc c'est de la forme x moins 1 à la puissance alpha 1. Le polynôme P2, c'est de la forme x moins A2 à la puissance alpha 2. Et ça continue. Donc les PI, on a déjà vu que ces polynômes-là sont premiers entre eux. Donc à partir de l'écriture A sur B, on arrive à cette écriture-là. Ensuite, chaque fraction ici, A1 sur P1, on a vu qu'il s'écrit E1 plus R1 sur X moins A1 puissance alpha 1, jusqu'à la dernière FR, donc il s'écrit ER plus R indice R sur X moins AR à puissance alpha R. Ça, c'est d'après le deuxième lemme. Là, en regroupant les EI, donc on arrive à cette écriture-là, la somme des polynômes de 1 jusqu'à R plus la somme des polynômes des fractions qui sont de cette forme-là. R1 sur X moins A puissance alpha 1 jusqu'à R indice R sur X moins R à la puissance alpha R. Donc cette somme-là, la somme des EI, on l'appelle E, donc c'est un polynôme qui appartient à K de X, c'est bien un polynôme. Il reste cette somme de fractions-là, on va remplacer, on va utiliser donc le lemme 2 et on va les écrire sous la forme qu'on a déjà utilisée. On a vu que ça, donc c'est la fraction R1 sur X moins A1 à la puissance alpha 1, puisque le degré donc, du polynôme R1 est strictement inférieur à alpha 1. Là, cette quantité-là, c'est R2 sur X moins A2 à la puissance alpha 2. Donc là, on a les constantes, on va de C2 1 jusqu'à C2 alpha 2. Donc le
1 qui est là, je dis parce que là on a A1, là on a A1, là on a 1 et là on a A1, c'est relatif au pôle A1. Le 1 qui est là, c'est relatif à la puissance qui est là. Là on a 2, là on a donc 2, et là on a 2, c'est la puissance qui est là. Là on a alpha 1, là on a la puissance alpha 1. La même chose ici, on a ici 2, la puissance, là, la puissance 2, là, l'indice 2. Là, la puissance alpha 2, là, on a alpha 2. Et le premier indice 2, c'est relatif au pôle A2. Là, on a 2, là, on a A2. Là, on a 2 partout, parce que là, on a A2. Et c'est ainsi de suite. Là, R, là, c'est alpha R. Donc, la fraction F, finalement, donc, en passant par, donc, les lemmes 1, 2 et 3. Donc là, c'est le lemme 1, donc 2 et 3. On arrive à cette écriture-là, la fraction f, c'est écrit un polynôme plus donc des fractions qui sont toutes de la forme alpha sur x moins a à la puissance quelque chose. Donc une constante c sur x moins a à la puissance un certain alpha. Donc avec ces constantes, alpha appartenant à n étoiles, et a, il appartient à c. Donc toutes les quantités qui sont là sont de cette forme-là. Les fractions que sont de cette forme-là, on les appelle des éléments simples de première espèce. Donc toute fraction rationnelle, il s'écrit un polynôme plus une somme de fractions qui sont des éléments simples de première espèce. Donc on a démontré donc l'existence de cette écriture-là. Après on va voir l'unicité. Pourquoi on a l'unicité donc des coefficients et du polynôme E. Donc pour démontrer l'unicité, on va voir d'abord la chose suivante. Soit P un polynôme appartenant à K de X, D1 jusqu'à Dm des éléments de K, des constantes, G une fraction appartenant à K de X, fraction rationnelle, telle que petit a, un élément qui appartient à D de G, appartient à l'ensemble de définitions donc de G, et tel que le degré de G est strictement inférieur à 0. On va, à partir de ces résultats-là, montrer la chose suivante. Si le polynôme P il est égal à la somme de ces fractions-là, D1 sur X moins A plus D2 sur X moins A au carré jusqu'à Dm sur X moins A à la puissance M, donc tout ça ce sont des A, plus la fraction G. Donc si on part de cette propriété-là, on a forcément cette propriété-là, 2 étoiles, c'est-à-dire forcément le polynôme P c'est le polynôme nu, forcément les constantes de 1 jusqu'à M, les DI sont égales à 0, et la fraction G est aussi la fraction nu. Donc ce résultat-là, pourquoi on l'a? Donc c'est pour la raison suivante. Donc si on a P qui est égal à cette somme-là, donc si on a P qui est égal à cette somme-là, si on prend le degré de P, d'après les propriétés qu'on a vues sur les degrés des fractions rationnelles, il est inférieur ou égal au maximum du degré de ces fractions-là. Donc on a déjà vu donc, le degré de cette somme-là, il est inférieur ou égal au degré de la première fraction, virgule le degré de la deuxième, jusqu'à degré de dm sur x moins a à la puissance m, virgule le degré de g. Là on a des fractions, vous pouvez les appeler par exemple T1, T2, jusqu'à là c'est Tn, et là c'est Tn plus 1. Donc le degré de la somme T1 plus jusqu'à Tn, il est inférieur ou égal au maximum du degré de T1 jusqu'à degré de Tn. On a vu ce résultat-là avant. Or, le degré de la première fraction ici, le degré donc de la fraction D1 sur x moins a, c'est le degré du polynôme constant D1
moins le degré de x moins 1. C'est-à-dire c'est 0 moins 1. C'est-à-dire c'est 1 moins 1. Donc le degré de la première fraction c'est moins 1. Le degré de la deuxième, ici on va avoir un moins 2. Et on va continuer jusqu'à cette fraction-là. Le degré ça fait 0 moins m. Ça fait donc moins m. Virgule, le degré de g, c'est le degré de g. Donc toutes les quantités qui sont à l'intérieur ici de ces parenthèses-là sont strictement négatives. Donc ce maximum-là, il est strictement inférieur à 0. Comme le seul polynôme à degré strictement négatif, c'est le polynôme nul, donc forcément on arrive à p égale 0. Donc p par hypothèse est un polynôme. Donc forcément le polynôme p égale 0. Donc p égale 0. Donc il reste, donc p c'est 0, donc il est égal à cette somme-là. On va montrer que les DI forcément sont nuls et la fraction G elle est nulle. Pourquoi ça? On va multiplier donc les deux membres donc de cette égalité-là par le polynôme x moins 1 à la puissance m. Donc on obtient donc x moins 1 à la puissance m, puis multiplier le polynôme 0, c'est égal à d1 x moins 1, qui multiplie x moins 1 à la puissance m, plus, on va jusqu'à dm, x moins 1 à la puissance m, sur x moins 1, donc toujours c'est 1 moins 1 à la puissance n, plus x moins 1 à la puissance n, qui multiplie la fraction g. Donc on va avoir, c'est-à-dire, ici c'est 0, donc on arrive à 0, égal, là on simplifie, donc on va avoir d1, x moins 1 à la puissance m moins 1, plus, là ça va faire d2, x moins 1 à la puissance m moins 2, et on va descendre jusqu'à dm moins 1, la quantité qui est avant, ça fait x moins 1, x moins 1, plus la dernière ici, ça fait dm, puisque là on a le même exposant, on simplifie, lorsqu'on multiplie, on simplifie. Donc, plus x moins 1 à la puissance m, qui multiplie la fraction g. Donc là, on passe aux fractions, aux fonctions rationnelles associées à ces fractions-là. On va avoir donc 0 tilde qui est égal à 0, qui est égal à d1, x moins 1 à la puissance m moins 1. Et on arrive donc jusqu'à dm moins 1, x moins 1, plus donc dm, la constante, plus x moins 1 à la puissance m, qui multiplie la fonction j tilde de x. Donc on va avoir cette fonction-là, cette somme qui donne la fonction nulle. Donc avec petit x égale petit a, on arrive à 0 égale 0 plus 0 plus 0 plus, on va jusqu'à la constante dn, plus, là on va voir 0 qui multiplie j tilde de petit a. Et petit a, il appartient à d de g, donc j tilde de petit a, il appartient à k. Ça c'est un élément fini, bien fini sans problème, sur ceci, car petit a, on a supposé qu'il appartient à l'ensemble de définitions de g. Donc cet élément-là, il appartient à k. Donc que multiplier 0, donc ça va faire un 0. Donc d'où, finalement, il reste 0 égale dm. Il reste 0 égale dm. Donc on a montré que là, le dm, donc le dm égale 0, Ce qu'on a fait pour dm, on va le faire pour dm moins 1. En multipliant par x moins 1 puissance m moins 1. Et donc de proche en proche, on va faire la même chose jusqu'à d1. On va montrer que d1 est aussi égal à 0. Et donc il reste 0 égale g. Donc finalement, on arrive donc... Donc ensuite on fait le même raisonnement.
on fait le même raisonnement pour montrer que dn-1 jusqu'à d1 donc, sont nuls. Et là on arrive, donc finalement, on a déjà vu que p égale 0, les di sont nuls, donc il reste g égale la fraction nulle. Donc après donc, ce raisonnement-là, donc il est facile de comprendre le reste, pour comprendre l'unicité de la décomposition en éléments simples. Donc c'est f, il s'écrit en même temps un polynôme E1 plus la partie principale relative à A1 plus la partie principale relative à A2 et on continue jusqu'à AR. Et en même temps, f, il a une autre décomposition. Donc il s'écrit un polynôme E1' plus la partie principale relative à A1 plus la partie principale relative à A2, mais là, avec d'autres constantes. Là, on a C11 et là, on a C11'. Donc, on a d'autres constantes. Donc, on va voir quelle est la relation entre C11 et C1'. Quelle est la relation entre C12 et C12'. On va montrer que ces constantes-là, elles sont égales, 2 à 2. C'est-à-dire, on a l'unicité de l'écriture, donc de la décomposition en éléments simples. Pour comprendre donc pourquoi ces constantes sont non nulles, donc là, on a ici égalité entre ces deux quantités-là. Si on fait, donc on va avoir E1 plus machin égale E1' plus le reste. Donc on va ramener ici, on va ramener donc soit E1 vers E1', soit E1' vers E1. Donc là, on ramène, on laisse E1', donc moins E1. De l'autre côté, on va faire passer ce qui était ici, c'est-à-dire on va faire passer ici, on va avoir E1' moins E1. De l'autre côté, il reste ici C11 sur X moins A1 plus le reste, moins ce qui était avec E1', donc là c'est C11' sur X moins A1 plus le reste. On regroupe les termes, on regroupe ce qui est multiplié par 1 sur X moins A1, ce qui est multiplié par 1 sur X moins A1 au carré, et ainsi de suite. Donc on trouve en haut ces quantités-là, ces différences, plus ce qui reste ici, donc ce sont les autres fractions simples de première espèce, qui ne contiennent pas le pôle A1. Le pôle A1. Ici, on n'a plus le pôle A1. Donc on n'a plus le pôle A1. Donc là, il y a des fractions qui sont de la forme constante sur X moins AI à la puissance alpha avec I différent de 1. Donc c'est une fraction, la somme ça donne une fraction rationnelle qu'on appelle G. Avec A1 qui appartient au domaine de G. Puisqu'on n'a pas A1 en bas, donc on n'a pas de problème avec la fraction G. Donc A1 il appartient au domaine de G. On peut parler de G de A1 ou bien G tilde de A1. C'est défini. Donc d'après ce qu'on a vu donc avant, là on a un polynôme, ça c'est un polynôme, donc appartient à K de X. Donc est égal sous la forme, donc là, un D1 sur X moins A1 jusqu'à D indice alpha 1 sur X moins A puissance alpha 1 plus une fraction G est telle que A1 il appartient au domaine de G. Ce qui veut dire, d'après ce qu'on a vu avant, que le polynôme E1' moins E1 c'est le polynôme 0. Les constantes D1, c'est-à-dire C11 moins C1' égale 0. Jusqu'à la constante C1 alpha 1 moins C'1 alpha 1 égale 0. Et la fraction G est égale 0. Ce qui nous donne tout simplement que E1 égale E1' et les constantes C11 égale C11' jusqu'à C1 alpha 1 égale C1 alpha 1'. Donc toutes les constantes sont égales 2 à 2. Donc ça, donc on arrive à montrer que les constantes qui sont ici, elles sont égales.
2 à 2. Celle-là est égale à celle-là, celle-là est égale à celle-là, jusqu'à celle-là est égale à celle-là. Ce qu'on a fait pour le pôle E1, A1, donc on peut le faire pour le pôle A2. Et donc de même, on va avoir C de 1 jusqu'à la constante, donc C2 alpha 2, donc ils sont égales à C2 1 prime jusqu'à C2 alpha 2 prime pour le pôle A2. Pour le pôle A2, en faisant le même raisonnement. Ce qui est valable aussi jusqu'au pôle AR. Donc finalement, on trouve que les constantes qu'on a ici dans le théorème, les constantes de la décomposition en éléments simples, ils sont uniques. Donc ils sont uniques. Donc finalement, on arrive à montrer que les constantes qui sont là, donc ils sont uniques. Par n'importe quelle méthode, lorsqu'on fait la décomposition en éléments simples, c'est dans une décomposition, on trouve l'élément simple, donc par exemple x moins 1, en haut on trouve par exemple 5, par n'importe quelle méthode, on va toujours trouver 5, la constante qui est là. Donc dans la décomposition en éléments simples. Si on trouve ici 1000, par n'importe quelle méthode, on va trouver 1000, et ainsi de suite. Donc on a l'existence et on a montré l'unicité donc des coefficients qui sont au numérateur. Donc ensuite, donc on va voir donc les exemples de décomposition dans la suite.